Bonjour Lilian, merci d'être présent avec moi. Comment ça va? Salut Elliot, bah moi nickel hein. Et toi comment tu vas? Bah, super, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on a déjà un tout petit peu évoqué via le prisme de l'e-sport dans le podcast, qui est donc la formation mentale. Mais avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations sur d'où tu viens, ce que tu fais, qui tu es et qu'est-ce que tu Ouais, proposes à moi tes carrément. Ouais. Bah du coup bah Lilian, donc moi j'ai fait des études donc de sport donc dans le STAPS. Donc j'ai fait 3 ans, j'ai fait une licence à Angoulême sur l'entraînement sportif et après j'ai fait un master spécialisé dans la préparation mentale. Je pense qu'on y viendra assez vite. Mais du coup j'ai passé donc ce master avec à côté un diplôme universitaire et après j'ai eu quelques expériences dans différents clubs, que ce soit en tant que prépa mental pur, mais aussi en tant que formateur, qui est aujourd'hui bah, du coup mon métier à temps plein. Donc j'ai eu pas mal d'expériences dans différents clubs, que ça soit bah, du coup je le disais mais en tant que formateur, mais aussi en tant qu'éducateur sportif et avec différents contextes, ce qui rend un peu intéressant aussi le sujet, avec bah, forcément des environnements qui sont un peu différents, des environnements professionnels, des environnements amateurs, et je pense bah, voilà qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Oui, Tu, bah tu, super. Et écoute, moi je suis curieux d'en savoir un petit peu plus sur la formation au début. Tu dis que tu as suivi un master spécialisé. Je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que tu ouais. apprends dans ce master? Est-ce que c'est la suite déjà logique du STAPS ou est-ce que tu as bifurqué à un moment pour aller vers ça? Et comment ça se présente? En fait, de base dans le master, enfin, il y a en fait dans la licence TAPS, il y a quatre chemins. Donc là, c'est le chemin vraiment qui est lié à l'entraînement sportif. Donc tous ceux qui veulent aller sur le terrain entre guillemets, c'est là où il y a le parcours entraînement, donc entraîneur, préparateur physique. Et du coup, le master à Brest, lui, il est vraiment spécialisé dans le sens où en fait les intervenants sont des experts un peu en psychologie sportive et humaine. Ok. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a amené à y aller. Et en fait, les interventions, ça peut rester des contenus qui peuvent être liés aux autres masters, mais forcément, il y a une sensibilité qui est un peu plus poussée sur la prépa mentale, avec des études. Et nous, on fait des recherches et des études autour de ça, du coup, liées au master. Donc, les compétences qu'on développe, bah, ça peut être carrément lié en fait en tant que préparateur mental. Et d'ailleurs, les enseignants nous poussent à trouver des stages ou carrément des alternances dans des clubs pour être préparateur mental quoi. C'est un métier qui est relativement nouveau. Ça existe depuis longtemps, préparateur mental. J'ai l'impression que ça se développe pas mal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais, alors en fait la grande question aujourd'hui c'est que le métier en fait de préparateur mental n'existe pas. C'est-à-dire que toi D'accord. si demain tu veux te dire préparateur mental, tu peux puisqu'il n'y a pas de carte professionnelle puisque pour l'instant c'est pas au RNCP, mais justement aujourd'hui il y a la SFPS. Donc c'est la Société française de psychologie qui travaille justement avec mes enseignants, qui sont un peu les piliers en fait de cette société, D'accord. qui travaillent justement pour faire un petit une carte métier en fait, pour que ça soit aujourd'hui un peu plus cadré et qu'en fait on puisse rentrer vraiment dans un métier de préparateur mental. Parce que voilà, aujourd'hui on en entend beaucoup parler, là que ça soit lié aux Jeux Olympiques, on a entendu parler aussi des sportifs qui parlaient de préparation mentale. Donc c'est une bonne chose parce que ça fait avancer. Maintenant on met des mots sur ce qui peut se passer. Mais attention aussi, il y a quand même des limites avec peut-être des fois bah, des métiers qui sont un peu aléatoires, on sait pas trop ce qui s'y passe, alors que voilà, il y a quand même des études qui sont faites derrière, il y a quand même une construction à avoir, on peut pas faire n'importe quoi avec justement avec le mental des gens quoi. Ok, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des charlatans un petit peu dans le lot aussi. Ouais, alors je veux Qui pas dire aident. charlatan et je veux pas non plus juger parce que je pense que personne ne se considère comme un charlatan, mais des fois c'est lié à des formations qui sont pas forcément prouvées scientifiquement, c'est un peu plus du pratique et des fois avec des outils un peu qui sont vendus comme miracle, alors que bah c'est loin d'être un miracle et il y a tout un entraînement derrière et toute une méthodologie à avoir quoi. Et donc, qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement? Parce que toi, tu es donc parti de la psychologie, ensuite tu l'appliques au sport. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et sur quoi donc tu t'appuies? Ouais. Bon, en fait, aujourd'hui, on s'appuie sur des grandes théories du sport, que ce soit lié à la motivation, lié à l'émotion. Et en fait, lié à toutes ces grandes théories, il y a des chercheurs qui ont développé des études en disant, bah, si par exemple on fait un programme, je prends un exemple de pleine conscience,
Ils prennent un groupe, ils font un programme de pleine conscience et derrière ils vont voir un peu les progrès qu'il y a eu par rapport à ces outils. Mais c'est des outils qui sont bien cadrés, qui sont bien évalués, avec des résultats scientifiques, avec des limites aussi, parce qu'à chaque fois ils peuvent pas prouver de A à Z. Et en fait, tous ces outils, toutes ces études qui sont mises en corrélation nous amènent quand même à des résultats qui sont assez précis sur ce qu'on peut utiliser. Après, forcément, il y a une part aussi un peu d'inconnu avec des outils pratiques qui là vont être un peu liés à la sensibilité du préparateur mental, du formateur, de l'enseignant, mais c'est quand même basé sur des théories scientifiques à la base. Et pour toi, quelle est la théorie qui te fascine le plus? Où est-ce que tu penses qu'est-ce qui t'excite le plus ou qu'est-ce que tu utilises le plus? Alors, moi, je suis plus parti sur toutes ces théories, en fait, liées aux émotions, euh, qui vont être, en fait, qu'est-ce que va être une émotion, comment on essaye de l'évaluer, quel impact ça va avoir derrière. Un Euh, exemple peut-être? ouais, par exemple, on a vu, alors, on va aller un peu plus loin scientifiquement, mais on a vu, par exemple, la zone ISOF. J'en ai fait un post d'ailleurs sur mon LinkedIn, où en fait, on s'aperçoit que des émotions désagréables, par exemple la colère, euh, la tristesse même peuvent en fait des émotions performantes, alors qu'on les a toujours vues comme des émotions à éviter. Chez les jeunes, on dit toujours arrête de t'énerver, arrête d'être en colère, alors qu'en fait, il y a des études maintenant et des outils qui prouvent que la colère, si elle est bien régulée, c'est là tout l'enjeu, c'est d'amener justement le sportif à bien réguler. On parle un peu d'intensité en fait émotionnelle. Si cette intensité elle est bien régulée, ça peut amener le sportif à être plus performant. Du coup, en fait, ça c'est une petite théorie que j'aime bien parce qu'en plus c'est des outils qui sont assez faciles derrière à faire comprendre aux sportifs qu'en fait il a pas besoin d'éviter son émotion, mais il a juste besoin de la réguler pour être performant. T'as le droit de ressentir toutes les émotions que tu veux. Ce qui va être intéressant, c'est que tu régules un peu l'intensité. Et donc c'est une question de réguler ou de canaliser? C'est-à-dire, réguler, moi quand j'entends réguler, ça veut dire réduire un petit peu, tu vois, la Ouais. fréquence. Je suis en colère, il faut que je me calme finalement un petit peu, donc ce qui revient quand même au début de ce qu'on disait? Ou est-ce que c'est, je concentre ma colère sur quelque chose de En positif? fait, alors si on parle de la colère, quand on va parler de réguler, on va parler souvent de diminuer la colère parce que c'est l'image qu'on en a. Oui. Mais par exemple, quelqu'un qui est calme, c'est pas forcément une bonne chose aussi. Une émotion, il a besoin de s'activer cette fois-ci. Donc là, on va parler de réguler, mais en augmentant un peu le curseur. Moi, je le vois quand même comme un bouton d'un volume. Et le but, faut vraiment être au milieu pour bien le réguler, justement, pour être dans ce qu'on appelle une zone performance. Alors, il y en a plein qui appellent ça le flow. Mais en fait, c'est juste que ton intensité soit ton émotion, pardon, soit à la bonne intensité pour faire attention aux éléments pertinents. Forcément, la colère, si tu la régules pas bien, tu vas faire attention, par exemple, au public, à tes parents, aux résultats, à l'adversaire qui vient de te mettre un coup. Alors que si tu régules la bonne intensité de la colère, tu vas quand même faire attention à des éléments pertinents, donc que ça soit au ballon, à une cible, à des éléments maîtrisables. Et donc la régulation, elle peut être dans les deux sens. Pour certains sportifs, souvent, ça va être de réduire un peu l'intensité parce qu'ils ont tendance à partir un petit peu trop loin. Mais pour certains sportifs, ils ont du mal à s'activer. Donc, on va essayer de monter un peu le curseur pour qu'ils ressentent un peu des émotions, une intensité qui soit intéressante pour la performance. Mais ça, c'est très personnel et d'où l'importance de travailler en fait individuellement avec les émotions de chacun quoi. Ah, hyper intéressant. Donc ton film préféré, c'est Vice Versa, j'imagine. Tu dois avoir avec toutes les petites émotions, tu sais, le film dans le cerveau d'une petite fille. Ça te parle pas? Ça Inside me parle Out. pas du tout. Ça te parle pas? Bah, il faut peut-être le Ça me voir parle alors pas dans ce du tout, cas-là. excuse. C'est fait par Pixar et c'est top. Donc c'est un Ok. film pour enfants à la base, un dessin animé, mais qui Ah est ouais, ok, bon, super bien je fait. suis pas Donc très dessin animé, c'est pour ça. tu, tu devrais peut-être aller jeter un coup d'œil quand même. Ouais, je Euh, regarderai. et alors, une fois qu'on a compris ces théories, enfin d'ailleurs, peut-être qu'en fait c'est ça le truc, c'est que peut-être que finalement les sportifs n'y ont pas vraiment accès à ces théories. Ouais. Donc quel est le travail du préparateur mental? Est-ce que c'est juste d'amener ces théories, entre guillemets, de dire, bon bah voilà, tu les as, c'est bon, maintenant débrouille-toi? J'imagine que c'est un peu plus. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire concrètement? En fait, l'idée aujourd'hui avec la première grosse partie avec les sportifs, en fait, ça va être la prise de conscience. Déjà dire ce que c'est la préparation mentale, ce que c'est une habilité mentale. Tu ressens des émotions, il y a aussi lié à la motivation, il y a aussi lié à la prise de décision. Et donc le premier gros travail, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est être que le sportif puisse s'auto-évaluer en fait sur toutes ses habilités mentales. C'est pas moi qui vais dire à toi t'es bon en émotion ou t'es pas bon. Ça marche pas, c'est pas possible. Par contre, c'est à lui de comprendre, ok, avec quelle émotion je peux être performant,
euh, quel objectif je vais me mettre pour avoir une bonne motivation, parce que c'est pareil, on parle d'une motivation augmentée, mais en fait on parle d'autorégulation de la motivation. Donc il y a ce premier gros travail d'auto-évaluation, et après c'est à nous forcément de fournir un peu des solutions liées aux théories, ce que je te disais justement tout à l'heure. Et en fait, le sportif, avec tous ces panels d'outils, va se construire un peu sa méthodologie, va être un peu en autonomie, tester des outils. Il y en a qui vont plus ou moins marcher. Il y a des méthodes qui vont être plus ou moins sensibles avec ce qu'il ressent. Des fois, c'est des outils liés aussi à la physiologie du corps. Donc forcément, par rapport à lui, ce qu'il ressent, ça va pas être perçu pareil. Par exemple, un exemple très précis, quand on parle de cohérence cardiaque ou de respiration, enfin c'est lié de toute façon. Certains sportifs, ils vont adorer, ils vont le mettre sur du long terme, ils vont voir les effets, et d'autres, pas du tout. Les autres, ils vont dire, cet outil il est nul. Moi, je l'aime pas. Mais c'est normal, et tant mieux que certains n'aiment pas, c'est comme ça. Mais il y a d'autres solutions aussi. Et après, avec ça, le but, c'est qu'en fait, petit à petit, moi je le dis tout le temps, c'est qu'en fait, plus on travaille avec le sportif, plus il doit être en autonomie derrière. C'est-à-dire que, en fait, au bout un an et demi, si le sportif est en capacité de réguler lui-même ses émotions, d'avoir des stratégies, et qui va bien entre guillemets sans nous, bien c'est un grand mot parce qu'on parle pas de santé mentale, hein, on parle vraiment de Oui, performance. bien sûr, ils vont déjà bien a priori. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, le but, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, en fait, ils sont en autonomie et qu'il ait plus besoin de nous. Alors après, il y aura des rappels, il peut y avoir des séances de rappel, entre guillemets. Mais s'il arrive à s'auto-évaluer, à s'auto-réguler, en fait, il a gagné, quoi. Enfin, il a gagné. C'est un grand mot, hein, encore une fois, mais en tout cas, il aura des stratégies pour lui, pour performer derrière. Ouais, je comprends et c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une transmission d'informations et de compétences. Ça me fait venir une petite question, c'est quelle est la fréquence, heu, à laquelle il faut, participer à ça au début, par rapport alors j'imagine qu'il y a différents niveaux de toute façon, Ouais. on arrive. Est-ce que, par exemple, les sportifs de haut niveau, quelle est la fréquence? Là, on peut imaginer les sportifs de haut niveau professionnels, ils ont les moyens et peut-être, il y a plus de gens comme toi aussi autour d'eux. Mais tu disais que tu travaillais aussi avec des plus jeunes. Est-ce que, il y a une place aussi grande ou est-ce qu'il faut un minimum? En gros, est-ce que c'est un intérêt si je le fais, 1 fois par mois, de temps en temps? Ou est-ce qu'il faut que ce soit très régulier? Comment ça se déroule dans le Ouais. timeline? En fait, je pense que plus on en fait, surtout au début, plus ça peut être pertinent dans le sens où en fait, on va donner pas mal de solutions. Je pense qu'il y a une grosse fréquence et un gros volume à avoir au début. Avec, par contre, il y a beaucoup de, voilà, il faut qu'il puisse un peu avaler un peu ce qu'on lui dit, qu'il puisse réfléchir sur lui-même. Mais après, une fréquence d'une fois par mois, c'est pour ça qu'après, du coup, je me suis orienté vers la formation, parce qu'en fait, on forme tout simplement le joueur. Alors moi, maintenant, je forme plutôt les éducateurs, mais on forme plutôt le joueur à ce qu'il ait des outils et qu'il les utilise et qu'après on fasse plus un retour en fait. C'est plus des évaluations où finalement euh, ça peut être une fois par mois au bout d'un moment. Sur les évaluations, ok, pendant les 3 semaines là, t'as eu 2 matchs, t'as eu deux compètes. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu pourras avoir. Et au final, une grosse partie d'une séance de prépa mentale, comme on peut le voir, ça peut être beaucoup de reformulation. En fait, c'est beaucoup de l'écoute active pour le prépa mental, et c'est le sportif qui va trouver les solutions lui-même. Enfin moi, Ça veut dire quoi reformulation? c'est un peu ce que tu fais en fait avec moi là maintenant avec cette question typiquement. C'est-à-dire qu'en fait tu vas tu vas faire des questions ouvertes pour que le sportif tu l'amènes à réfléchir lui-même sur des stratégies et sur des solutions qu'il peut avoir. C'est-à-dire que moi je vais pas lui donner la solution directement, même si c'est ce qu'il attend. Et des fois ça peut venir parce que forcément il n'y a pas toutes les solutions, mais c'est de reformuler ce qu'il dit pour qu'en fait ça soit plus simple pour lui dans sa tête entre guillemets et qu'il puisse comprendre vraiment ce qu'il fait. Et au moment où il comprend ce qu'il fait, c'est là où il va vraiment avoir un impact derrière parce qu'il va être en capacité de le réguler. Parce que entre ce qu'il va dire, entre moi ce que je vais comprendre, déjà il y a une différence, mais par contre lui il va mieux se comprendre. Donc moi je l'amène juste à reformuler, essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, la problématique, pour derrière chercher des solutions. Ouais, finalement, c'est comme tout. Si on apprend les maths, mais qu'on me donne les réponses, je vais pas C'est retenir. ça. Il C'est faut que ça ça. vienne de moi finalement au bout d'un moment, même Ouais, si on va clairement, peut-être avoir la c'est théorie. exactement. C'est pour ça. C'est Ok. de la, ouais, après c'est de la pédagogie un peu, hein. C'est de la pédagogie à avoir. Alors après ça c'est
ma pédagogie. Peut-être que d'autres prépas, peut-être que tu auras l'occasion aussi d'en interviewer d'autres, ce qui pourrait être intéressant, mais peut-être qu'il y en a qui ont d'autres outils ou d'autres pédagogies avec leurs sportifs ou entraîneurs, quoi. Tu disais que tu travaillais aujourd'hui de plus en plus avec des éducateurs. J'imagine éducateur dans le monde du sport, ça veut dire souvent entraîneur, Ouais, coach, voilà, c'est ce genre de c'est ça. travail. Euh, Quelle est la différence et pourquoi t'es passé vers ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus aussi peut-être? Ouais. Non, mais en fait, c'est simple. Du coup, quand j'étais en Master 2, je travaillais donc au centre de formation du Stade Brestois avec des sportifs en individuel. Où bah il y avait l'entraîneur qui entraînait ses joueurs et moi, en tant que prépa mental, j'avais une séance par semaine un peu avec quelques joueurs de l'équipe. Et en fait, je me suis aperçu que, alors même si les entraîneurs au Stade Brestois, ils étaient vraiment trop bien parce qu'en plus ils étaient eux ils étaient vraiment ouverts sur la prépa mentale, donc ce qu'on faisait ça les intéressait, mais en fait il n'y avait pas vraiment de lien entre ce que je disais et ce que l'entraîneur disait, et du coup il y avait un peu une limite sur ça, c'est-à-dire que le sportif avait deux discours différents, euh, et moi je comprenais pas forcément ce que faisait l'entraîneur et l'entraîneur Est-ce que tu as comprenait un pas. exemple de moment où il y avait une espèce de dissonance entre les deux? Non, j'ai pas d'exemple typique parce qu'en plus ça reste bon voilà ça reste du perso aussi à l'intérieur club. Mais ça peut être typiquement ça peut être des exemples comme bah voilà par exemple tu ressens de la colère, t'as juste à la réguler alors que l'entraîneur dit bah arrête de t'énerver, arrête d'être en colère. Donc D'accord. il a vraiment deux discours un peu différents sur ça. Donc sur ça donc je me suis dit bah en fait au lieu de travailler que avec le sportif, en fait, je vais m'intéresser plus à l'entraîneur qui, lui, est en fait le premier préparateur mental finalement. Parce que le sportif, il voit son entraîneur un peu comme son mentor entre guillemets, et tout ce qu'il va lui dire, ça va beaucoup plus résonner, sûrement que son préparateur mental. Sauf s'il a vraiment une relation après personnelle avec son préparateur mental, sauf s'il est vraiment important dans sa perf. Mais le premier pour moi, c'est l'entraîneur. Donc en fait, je me suis dit si je commence à travailler en même temps avec les entraîneurs, les sportifs et à former en fait les deux en même temps, bah, il y aura, je pense, plus de cohérence dans le discours et ça sera beaucoup plus simple d'amener de la prépa mentale sur quelque chose de pérenne. Surtout que les entraîneurs, eux, peuvent rester des années et ils vont avoir un impact sur 10-15 joueurs sur du collectif. Du coup, si on arrive à bien former l'entraîneur, bah, en fait, si on en forme 10, tout le club en fait aura un impact. Enfin, la prépa mentale va rentrer dans le club et aura un gros impact derrière, quoi. Donc c'était plus ça, c'est une vision un peu systémique. C'est Campo qui l'a développé, donc c'est le responsable de la préparation mentale à la fédé de rugby. Et lui, bah c'est un peu enfin moi c'est un peu mon exemple sur la prépa mentale où il arrive à développer cette vision et donc je me suis beaucoup inspiré avec des outils aussi. Et bah je trouvais ça intelligent quand même. Je trouvais ça cohérent de le faire. Ouais, donc on part de la base et puis après, ça n'empêche pas, j'imagine, une fois que l'entraîneur est bien formé, d'aller aussi auprès de chaque joueur si on a les moyens. Parce que C'est c'est aussi une ça. question de moyens, j'imagine, à un moment. Si on Ouais, forme 10 personnes, c'est forcément moins cher que si on doit former tous les joueurs. exactement. Ok. Et quels sont les challenges que tu peux avoir avec un entraîneur? Parce que, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté de ses joueurs, qui est finalement un peu le mentor, le gourou, enfin la personne, en tout cas, on ne peut pas trop aller à l'encontre. Donc quelqu'un qui finalement a pas mal de pouvoir et de responsabilité aussi. Mm. Est-ce que c'était déjà arrivé de te retrouver dans une situation où l'entraîneur n'était pas vraiment réceptif ou simplement pensait complètement autre chose et ça fonctionnait pas? Est-ce que tu as eu d'autres challenges dans ton travail? Ouais, alors, en fait, c'est une bonne question parce que l'objet de la préparation mentale, aujourd'hui, c'est un peu aussi un sujet quand même, enfin, c'est de moins en moins sensible, mais certains entraîneurs n'y croient pas du tout. En disant, bah, nous, on le fait un peu comme à l'ancienne époque, entre guillemets. Alors, il y a des entraîneurs qui sont pas du tout adeptes. Après, aujourd'hui, quand j'arrive dans un club où je fais des interventions, en fait, je la rends pas obligatoire. C'est-à-dire que Oui, ceux OK. qui veulent pas forcément le faire le font pas. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, si on commence à imposer ce travail, c'est quand même une réflexion sur soi-même, c'est une réflexion sur les autres. Donc, on peut pas pousser quelqu'un enfin, on peut Et pas le alors, si forcer à tu travailler sur avais soi-même. oui, je comprends, c'est logique, hein, c'est comme si tu vas me forcer à faire de la méditation, ça va pas marcher. Ouais, Je c'est ça, vais vite être c'est ça, fatigué. exactement. Hem,
si tu avais un message à passer à ces personnes qui n'ont pas envie de passer le pas pour X ou Y raison, ce serait quoi? Bah, l'idée, ça serait d'essayer en fait. Je pense que juste, bah, c'est comme tout, mais c'est d'essayer un peu, pas certains outils, mais déjà avoir une réflexion sur soi-même en tant qu'entraîneur en disant bah c'est quoi déjà la prépa mentale, parce que je pense que des fois ils le savent pas forcément. Quelles habilités ils ont en tant qu'entraîneur, quelles responsabilités ils peuvent avoir aussi liées à ces émotions, l'importance qu'ils ont par rapport aux joueurs. Déjà juste les amener à réfléchir sans aller dans le détail de dire bah tu peux faire un peu d'imagerie mentale, tu peux faire ça, c'est pas grave, c'est dans un second temps en fait. Mais déjà juste les amener à réfléchir sur leur leadership, sur leur pédagogie et l'impact que ça peut avoir sur leurs sportifs. Je pense que déjà ça serait une grosse première étape. Après aujourd'hui honnêtement j'en ai pas eu beaucoup d'entraîneurs de ce style. Sur un club, s'il y a 15 entraîneurs, il doit y en avoir un ou deux qui pensent comme ça peut-être. Sinon les jeunes entraîneurs diplômés, et c'est peut-être le travail aussi des fédérations qui le fait aujourd'hui, où ils intègrent un peu la prépa mentale comme un pilier aussi de la performance. Et du coup, forcément, quand nous on retrouve les entraîneurs sur le terrain, ils ont l'envie en fait de progresser sur la partie prépa mentale, qui est pas facile parce qu'on a du mal à mettre des mots dessus. On peut pas calculer la performance comme un 100 mètres, donc forcément c'est plus dur de la travailler, c'est plus abstrait. Mais aujourd'hui, enfin honnêtement, je tombe sur des entraîneurs qui ont vraiment envie et c'est cool. Enfin c'est des, Ouais, c'est chouette. ouais franchement il y a des, enfin ça avance pas mal quand même. Je suis curieux de savoir de ton expérience ou d'autres préparateurs mentaux que tu pourrais connaître, est-ce qu'il y a des sports qui sont, hem, plus enclins où on va améliorer la performance, plus fortement grâce à la préparation mentale? Je pense à un exemple, il me semble que, par exemple, dans le ski, quand on fait du freestyle, avoir de l'imagerie mentale, comme tu le disais, permettait Ouais. d'augmenter la performance assez fortement, parce qu'on se voyait tourner et cetera. Mais est-ce que c'est aussi vrai dans d'autres sports? Est-ce qu'il y a des sports donc qui sont mieux, que d'autres? Bah en fait alors c'est super dur à dire parce que il y a eu plein d'études forcément, mais en fait ce qui est plus simple dans les sports individuels, c'est qu'on prend vraiment qu'un sportif, on peut mettre quelque chose en place et voir le résultat. Donc en fait sur Ouais. les sports individuels, que ce soit tennis, natation, ski, Formule 1, c'est des sports où c'est des sports un peu fermés entre guillemets, donc on On va va pouvoir pouvoir évaluer. pointer le petit Ouais, truc voilà, c'est précis. ça. Et D'accord. donc du coup, on va pouvoir plus l'évaluer facilement. Alors dans les sports collectifs, beaucoup plus dur parce que forcément, il y a plein d'acteurs autour. Et donc pour évaluer un peu cette dimension mentale, ça va être plus dur. Il faut que ce soit vraiment des événements flagrants pour qu'on voit en fait l'effet. La remontada du Paris Saint-Germain, ça on l'a vu clairement qu'il y a eu un problème mental. On a vu, ça c'est le phénomène de contagion émotionnelle. On l'a tout de suite vu que ça s'est inversé, il y a une dynamique qui s'est inversée. Même ceux qui ne regardent pas le foot, même ceux qui ne sont pas sportifs, s'ils regardent le match, ils peuvent le voir, ils peuvent l'identifier. Mais ça, dans les sports collectifs, c'est plus dur. Et le but, nous, dans les sports co, ça va être de réguler le plus possible et d'anticiper ce genre de situation, quoi. OK. Ah, hyper intéressant. Donc c'est tellement flagrant qu'on arrive même le voir, à distance avec les Ouais, réseaux. c'est ça. Et le but, c'est que ça soit, quand on est prépa mental avec une équipe, c'est qu'en fait, c'est qu'on évite ce genre de phénomène, quoi. De contagion, on régule un peu la performance sur l'aspect mental, quoi. De ton point de vue, dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la préparation mentale dans le sport? Et est-ce que tu penses d'ailleurs que ça va aussi, peut-être s'élargir au-delà du sport? Est-ce qu'on va avoir des préparateurs mentaux pour chaque sportif de haut niveau, qui, feront une séance par jour? Où est-ce que tu penses que ça va aller? Ouais, déjà, je pense que le métier, comme je disais tout à l'heure, il va se codifier, il va se mettre en place. Donc, il va falloir. Alors, je sais pas comment ils veulent le mettre en place derrière, mais peut-être qu'il y aura des jurys, peut-être qu'il y aura vraiment un espèce d'évaluation pour savoir est-ce qu'on est vraiment préparateur mental. Et après, sur ce point-là, il y aura peut-être un référentiel où les sportifs ils pourront s'orienter, où ils auront tous un prépa mental. Là aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, tous ceux qui étaient aux Jeux Olympiques et aux Paralympiques, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils ont tous vu quelqu'un au moins une fois, tous vu un prépa mental, où ils ont tous été suivis, ou alors l'entraîneur a aussi des compétences en préparation mentale. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la performance, c'est inévitable. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, il y a aussi des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui veulent être accompagnés aussi en préparation mentale. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que je développe aujourd'hui dans la formation, où je forme les éducateurs, les entraîneurs, mais je commence aussi à former les managers en entreprise, les dirigeants qui sont intéressés sur ces thématiques.
parce qu'en fait, on voit un parallèle et un lien fort entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, avec des émotions qui peuvent être liées, avec des prises de décision dans des contextes assez chauds des fois. Donc, je pense qu'en fait, ça va se codifier, qu'il va y avoir de plus en plus d'études, ça va prendre une ampleur, mais ça va se professionnaliser, tout simplement. OK. Hyper intéressant, donc ça, c'est la vision globale. Maintenant, je suis curieux de poser la même question, mais au niveau de la séance, si tu fais une séance de préparation mentale, par exemple avec un éducateur, je sais pas si ça dure 1 heure, 2 heures, peu importe. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe d'une certaine manière. Est-ce que demain, tu penses que ça va changer? Est-ce qu'il y a des outils, par exemple digitaux qui arrivent, des nouvelles méthodes qui arrivent, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez clair et tu penses que les méthodes vont pas trop évoluer? Non, ça va évoluer. Honnêtement, ça va évoluer. Et j'espère. Parce que je pense qu'on est sur le début quand même de la pratique de prépa mentale. Et vu les chercheurs, vu les thèses qu'il peut avoir, j'ai des amis qui sont partis en thèse et qui sont en train de développer des choses où, enfin, c'est vraiment intéressant et je pense que ça va se mettre en place. Il y a des outils vidéo qui arrivent, justement, en essayant d'évaluer les comportements. Ça va, en fait, ça va se codifier, ça va prendre encore en ampleur. Il va y avoir des choses encore plus précises. Et je l'espère. Le but, c'est que ça avance, en fait. Et je pense que la partie mentale, en fait, dans le sport, c'est l'aspect qui va encore plus se développer. Et aujourd'hui, les sportifs, c'est eux qui en témoignent en disant, il m'a manqué ce détail, juste mental, quoi. Et la différence maintenant va se faire mentalement. Et d'ailleurs, ils le disent. La différence, ça s'est fait mentalement dans les derniers mètres ou dans les dernières secondes. Et du coup, le but, ça va être d'avancer sur cet aspect-là, quoi. Hyper intéressant. OK. Bah, écoute, Lilian, c'est super cool tout ça. Je vois que le temps file, donc je te propose de passer aux questions de la fin, Ouais. avec la première question qui rejoint un petit peu, celle qu'on a vue avant, mais qui est plus générale. La formation en 10 ans, pour toi, c'est quoi? Ouais, c'est une grosse question. Grosse question. Après, que ça soit de la formation, alors moi je suis plus dans la prépa mentale, du coup dans la formation de la préparation mentale, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui va être pédagogie de formation, ingénierie de formation. C'est en train d'évoluer aussi en termes de pédagogie, je pense. En fait, dans l'animation, je pense des formations qui étaient peut-être un peu formelles, avec il y a beaucoup de débats sur les PowerPoint, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on en met pas. Alors moi je pense que c'est pas forcément un débat, mais c'est la manière dont on va l'animer. Et je pense que le management et l'aspect formation aussi va se développer un peu plus en mode participatif, coopératif, avec plus de la pédagogie active, même si les contenus vont pas forcément changer. Alors après, je suis un peu nouveau aussi dans la formation, ça fait 3-4 ans que je commence à en faire, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens avec des pédagogies qui vont plus ressembler à de l'humain et qui vont être de plus en plus proches en fait des personnes, quoi. Et paradoxalement, alors qu'on a l'IA et cetera qui arrive de l'autre Ouais. côté, on voit que Ouais, mais justement, je pense que ça va contrebalancer et je pense que ça, on peut pas trop nous l'enlever non plus. Avec une manière de l'animer, avec en étant authentique, avec des formateurs qui vont être différents, avec différentes personnalités. Et heureusement, et et il faut pas que ça non plus que ça déborde trop sur de l'IA, quoi. très bien. Est-ce qu'il y a une personne ou un média qui t'inspire, que tu aimerais, partager aujourd'hui? Une personne ou un média? Ouais? Après une personne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup, Michael Campo, moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, qui fait un gros travail un peu dans l'ombre qu'on voit pas forcément. Alors, il a écrit un livre, du coup, c'est La dimension mentale au rugby, et qui moi m'inspire beaucoup. Pour moi, c'est un peu la personne référente. Après, c'est tous les enseignants, enfin, c'est tous mes anciens enseignants. Si jamais ils m'écoutent, peut-être ils seront contents. Mais je les suis encore. En fait, je suis encore leurs articles scientifiques. Et après, c'est tous mes collègues aussi entre guillemets qui commencent à faire des thèses. Et du coup, je suis aussi qui vont pas tarder à sortir des articles. Donc en fait, c'est quand même des personnes qui sont très scientifiques et qui font avancer en fait la préparation Ouais, très mentale. proche de la recherche, Ouais. Ouais, parce que j'y tiens quand même. J'y tiens et moi, ça me permet aussi de me rassurer quand je propose des choses dans la formation. Je sais que voilà, c'est pas des outils miracles. Je sais sur quoi ça repose et ça me rassure aussi dans ma pédagogie, quoi. OK. Bon, moi, je vais passer à la question sur le livre alors, à moins que tu veuilles en rajouter un? Non, pas forcément. Je Ça t'avoue, va. pas OK. forcément sur le Bon, livre. dans ce cas, est-ce qu'il y a un outil plutôt digital que tu recommandes ou, dans ton cas, peut-être une méthode, que tu as envie de partager, l'un ou l'autre?
Oh, j'avoue que là, outils numériques, j'en utilise pas trop. Ok. C'est une réponse intéressante aussi. Pourquoi? Ouais. En fait, je pense que c'est un métier très très humain. Du coup, par exemple, même sur de la prise de notes, sur de la séance indiv, le fait d'ouvrir un ordi, le fait d'ouvrir quelque chose de, ouais, pareil, de numérique, en fait, ça freine un peu l'échange. Et du coup, c'est pour ça que je reste pas mal sur de la prise de notes écrite, sur de l'échange, sur de l'écoute active, comme je te le disais tout à l'heure. Alors après, il y a des petits outils numériques, par exemple sur de la cohérence cardiaque, sur de l'imagerie mentale, qui peuvent aider, forcément. Mais sur ce principe-là, je reste quand même sur du non numérique. Après, bon, les formations, voilà, il y a des supports numériques, forcément. Mais sur de l'intervention, il n'y a pas forcément. Et j'essaie de me rapprocher de plus en plus du terrain quand même, lié à la préparation mentale, quoi. Ok, super. C'est très intéressant comme réponse. Parce qu'il y a pas tant de monde que ça aujourd'hui qui utilise zéro outil ou quasiment rien pendant les formations. Donc c'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te trouver? Et là, c'est peut-être le moment de nous partager aussi ton site internet, par exemple. Ouais, du coup, mon LinkedIn, c'est Lilian Pierre, tout simplement. Et après, sur mon site internet, c'est lp-formation, tout simplement, où on peut retrouver un peu ce que je fais plus dans la formation. Donc, même si aujourd'hui je fais beaucoup de formation, j'accompagne quand même des sportifs et aussi un peu dans le monde de l'entreprise, quoi. Et n'hésitez pas à aller voir le LinkedIn, il y a des posts assez intéressants de Lilian, un peu, un peu Ouais, j'essaye chouettes. un peu justement de rendre un peu tout cet aspect scientifique le plus pragmatique possible et que ça soit un peu compréhensible pour tout le monde. Et il y a pas mal de gens qui sont intéressés, notamment les sportifs, où ça leur Et ça parle. donnera des visuels sur ce dont on a Ouais, parlé un petit peu aujourd'hui, en plus. carrément. Merci Lilian d'être passé dans le podcast et je Merci vais à te toi, laisser Elliot. la main pour un dernier mot pour clôturer l'épisode. Un dernier mot. Oh là, tu me mets en. Un dernier mot, ah oui, si, je sais. En fait, c'est cool de t'avoir eu aujourd'hui et qu'on fasse un podcast parce que justement, je pense que prochainement, je vais lancer aussi mon propre podcast, comme je te disais, qui va D'accord. être lié à la préparation mentale, lié à la préparation mentale et justement de faire le parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Donc je vais inviter des managers, que ce soit ou des entraîneurs, que ce soit sport et entreprise, essayer de créer un peu de lien entre justement comment ils gèrent un peu les émotions de leurs collaborateurs ou des sportifs et de trouver du lien un peu et de mettre un peu cet aspect un peu scientifique derrière, comme on a un peu parlé parce que j'y tiens quand même. Ok. Bon bah écoute, je resterai à l'affût alors pour Ouais. le podcast, mais lance-toi, c'est le plus dur. Écoute, merci encore, je te souhaite une très bonne journée et puis à bientôt Lilian. Merci à toi Elliot, bonne journée.